Laurence Ledroit, bonsoir, bienvenue à Psychologie Nouvelle Génération. Ce soir, j'ai décidé de vous mettre en lumière pour votre pratique. Vous êtes sophrologue, sophroanalyste et thérapeute et vous avez développé une pratique autour de la fertilité. Vous recevez des couples et des patients qui ont des problématiques à ce sujet. Ma toute première question, qui va vous paraître peut-être un petit peu intime, est comment en tant que thérapeute vous êtes venu et amené à vous occuper de cette problématique? J'ai été amenée à m'occuper de cette problématique parce que ça a été mon histoire de vie personnelle. Donc au départ, je ne voulais pas du tout devenir thérapeute en réalité, mais j'ai eu du mal à avoir mon deuxième enfant et j'ai travaillé sur moi et j'ai fait une formation. Suite à ça, j'ai été enceinte et je me suis dit que c'était tellement merveilleux de travailler psychiquement et corporellement et d'arriver à transmettre la vie que finalement j'ai démissionné de l'industrie pharmaceutique pour laquelle je travaillais pour poursuivre des études et m'installer et transmettre cette belle méthode. Alors justement, en tant que thérapeute, est-ce que vous avez repéré déjà autour de cette problématique, des problématiques communes au regard de l'infertilité, de la fertilité? Il y a des problématiques bien sûr communes. Mon travail va consister à voir avec les personnes que j'accompagne qu'est-ce qui peut les freiner. Et souvent, voilà, je pourrais faire un top 10 des freins qui se retrouvent. Bien sûr qu'il y a des problématiques communes et bien sûr que ça fait travailler des ouvertures qui sont les mêmes un peu pour tous, parce que l'hypofertilité, c'est une invitation à lâcher prise. C'est une invitation à prendre conscience qu'on n'est à la fois pas tout puissant, puisque même si la tête veut et désire un enfant, l'enfant ne vient pas, en tous les cas pas dans les délais souhaités. Et ça fait sortir aussi de l'impuissance, parce que en travaillant sur soi et en se faisant aider quelquefois par la médecine, l'enfant a de grandes chances d'arriver. Alors n'allons pas trop vite parce que vous avez parlé de ce top 10, on va peut-être pas tout citer, mais quels seraient les 3 points ou en tout cas les 3 repères que vous avez pu percevoir concernant ces problématiques qui pouvaient bloquer les couples? Peut-être que les 3 premiers, alors les mémoires d'IVG, parce que l'IVG, voilà, les femmes ou les couples font des IVG, c'est pas travaillé psychiquement. Vous pouvez préciser pour nos abonnés les mémoires, qu'est-ce que vous entendez par mémoire? Alors mémoire, c'est des mémoires psychiques et des mémoires corporelles laissées par l'interruption volontaire de grossesse. Et donc ça laisse une empreinte dans le cœur, une séparation avec cet embryon qui a été conçu et qui souvent ça passe inaperçu. La femme est jeune, il y a plein de bonnes raisons d'avoir fait cette IVG, sauf que ça laisse une mémoire plus ou moins consciente, et je dirais plutôt inconsciente, qui souvent bloque. Moi, j'ai remarqué ça m'est très souvent arrivé de travailler les IVG, que le cœur s'allège, qu'il y a un pardon à soi-même et que la grossesse arrive rapidement après. Donc là, vous parlez vraiment d'empreintes que l'on nomme d'empreintes précoces, hein, très très archaïques, c'est ça, des empreintes précoces? C'est pas forcément une empreinte précoce, parce que l'IVG a été faite quand la femme était en âge de concevoir. D'accord, ok. Comment justement vous pratiquez avec les problèmes de fertilité et d'infertilité? Vous avez des protocoles, vous avez des choses à éviter ou au contraire à préconiser avec ce genre de travail? La façon dont je travaille, c'est vraiment à la fois en allant voir psychiquement ce qui peut se passer, mais aussi corporellement. La preuve, c'est qu'il y a des couples qui font moult batteries d'examen et rien ne se montre. Alors, il y a quand même quelque chose qui bloque s'ils n'arrivent pas à avoir un enfant, et on le travaille psychiquement et l'enfant vient. Donc, c'est vraiment ce lien entre le corps, le cœur et la tête. Comment vous procédez? Parce qu'on voit que les problèmes d'infertilité et de fertilité touchent la somatique, hein, tout ce qui est d'ordre somatique. Comment vous faites justement cette connexion entre le corps, le cœur,
et la psyché, et le psychisme. Alors déjà, on va essayer de comprendre ce que vient dire le corps. Le corps, il exprime inconsciemment un message que consciemment on ne connaît pas. Donc il faut décoder ce message. L'hypofertilité et l'enfant va représenter en analogie notre créativité, notre capacité à concevoir. Donc on va travailler sur la créativité et sur la capacité à concevoir. Le corps, en bloquant l'arrivée de l'enfant et en amenant ces couples à être en difficulté, c'est une invitation à saisir pour développer. Alors on va travailler pour développer la créativité dans plein d'autres domaines qui n'ont rien à voir avec une fertilité biologique. Mais en développant ça, individuellement et le couple ensemble va vers la vie. Et dans cette vivance, ça aide le corps il n'aura plus de message à donner en bloquant, puisque la fertilité et la créativité seront là en œuvre dans la vie des personnes. Ce que vous êtes en train de nous expliquer, pour bien comprendre pour nos abonnés, c'est que finalement, ils viennent vous voir pour cette problématique d'infertilité, mais vous essayez d'ouvrir le champ et d'amener à cette notion de créativité. Ça, c'est clair. Ils viennent me voir pour cette problématique-là, mais ils sont souvent surpris que ça résout plein d'autres choses ailleurs. Et d'ailleurs, je leur dis, moi, qui suis-je pour leur garantir que suite à notre travail, bébé sera là? Je ne sais pas, parce que tout ne dépend pas de notre travail. D'ailleurs, c'est vraiment sortir de la toute-puissance. Il y a du sacré dans la conception d'un enfant. Donc, oui, c'est une invitation à ce qu'ils arrêtent de se mobiliser juste sur la conception de bébé pour s'élargir dans d'autres domaines. Je vous donne un exemple. Je me rappelle d'une patiente, d'une accompagnée. Elle était dans une grande maison avec une salle, une chambre, dans l'attente que bébé arrive, et ça, c'était là depuis des années. Et puis, en parallèle, elle avait vraiment envie d'avoir un petit atelier pour faire de la couture, etc. Et elle n'osait pas aller dans cette chambre qui devait attendre que bébé arrive. Et du coup, voilà, elle a changé cette chambre, elle en a fait son atelier, elle s'est mise à créer et ça a fait un bien fou dans sa vie. Donc derrière toute problématique autour de la fertilité, il y a de la créativité, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Oui. Ouais. D'ailleurs, c'est dit aussi dans le langage populaire, parce que les gens qui écrivent des livres disent souvent qu'ils ont accouché de leurs livres. Enfin bon, je pense qu'ils n'ont pas vraiment accouché pour faire une telle comparaison. Mais il y a quand même quelque chose de similaire dans le cheminement. Alors j'aimerais rebondir parce que vous avez dit que la personne, ou en tout cas les couples, pouvaient se focaliser sur cette problématique. Et il est vrai qu'on peut remarquer en tant que praticien que je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose autour du contrôle et fertilité. C'est-à-dire qu'avec toutes ces applications qui permettent de calculer les cycles au niveau des ovulations, je me suis dit, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de trop vouloir contrôler quelque chose qui semble aussi naturel? Oui, je suis d'accord. Et d'ailleurs, ça ne marche pas. Tous les couples le disent, au bout d'un certain nombre de temps où ils utilisent les méthodes pour savoir quand elles ovulent, enfin, quand la femme ovule, ça ne fonctionne pas. Au bout d'un moment, il n'y a plus l'envie, il n'y a plus le désir. Donc vous préconisez d'abandonner l'application, c'est ça? Alors, moi, ce que je préconise, si on veut aller là-dedans, c'est d'utiliser les tests d'ovulation pour se connaître. Donc, déjà, la femme, c'est une histoire de femme, elle peut le faire sans forcément aller prévenir son compagnon. Qu'elle apprenne à repérer. Ça se sent. Donc, on est trop loin de nos corps. Oui. Donc, le test, il peut aider à apprendre. Et puis, dans 2-3 mois après, il peut valider que la femme, elle a bien appris. Et puis, ça peut être aussi un jeu dans le couple, que l'homme, lui aussi, ressente l'ouverture de la femme quand c'est la bonne période. Donc vous êtes en train de dire que plutôt que d'aller chercher des applications ou des choses extérieures, de revenir à son centre, de revenir à son ressenti, oui, de revenir à son corps pour oui, avoir une meilleure écoute de ce processus. Tout à fait. Parce que nos corps,
Ils ne sont pas nos ennemis. Même quand ils ne nous donnent pas ce que l'on veut, ils nous indiquent ce que l'on a à mettre en œuvre dans nos vies, y compris à travers les maladies, ce qui n'empêche pas du tout de se soigner. Ça, c'est très important. Mais justement, dans votre pratique, est-ce que, par moment, j'imagine, vous n'y arrivez pas, il y a des formes de blocage. Comment ça se passe à ce moment-là? Et j'ai accompagné de nombreux couples et bébé est arrivé, et puis il y a aussi quelques couples où bébé n'est pas arrivé. Et l'important du travail, c'est que si bébé ne s'arrête pas, la vie ne s'arrête pas. Parce que dans cette problématique, souvent, tout va tourner autour de l'arrivée de bébé. Et c'est mettre trop lourd sur des petites épaules. Parce qu'un enfant, c'est pas chargé de rendre ses parents heureux ou non. Donc avec ou sans bébé, le travail est d'arriver à être bien dans sa vie. C'est-à-dire que vous travaillez, j'imagine, aussi sur la question du renoncement, si ça ne peut pas se produire, si ça ne peut pas arriver, si bébé ne peut pas arriver. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a un processus particulier sur cette étape du renoncement? C'est un chemin de deuil, donc ça se travaille comme les deuils. De pouvoir renoncer à l'arrivée de bébé, mais de pouvoir vivre autrement cette créativité. C'est exactement comme un deuil, quand on perd une personne, c'est de renoncer, de pouvoir voir cette personne incarnée concrètement, et puis à un moment donné, on accepte pour pouvoir se relier à ce qu'a été cette personne dans nos cœurs et à ce qu'elle nous a donné. Donc voilà, c'est renoncer à cette forme de conception qui est de concevoir un enfant, et c'est un deuil difficile parce que ça implique quelque chose de biologique. On est programmé pour la survie de l'espèce à avoir des enfants. C'est un deuil difficile, mais qui peut être passé, traversé, si la créativité va pouvoir s'exprimer ailleurs. Donc la créativité, c'est pas du copier-coller, c'est faire de l'unique. Et cet unique qui va être créé ne nous appartient pas, que ce soit un enfant, que ce soit un livre, que ce soit autre chose. Et quand vous travaillez autour de cette problématique, vous préférez travailler avec la patiente qui en désire de devenir mère, ou vous préférez travailler avec le couple où les deux protagonistes sont tous les deux intéressés par la question? Alors j'ai une grande préférence pour travailler avec le couple. Ouais. Parce que toutefois, les femmes qui ne peuvent pas venir en couple parce que le partenaire n'est pas prêt, elles peuvent faire un beau travail et elles sont assez ravies de ce travail. Et lorsque les couples viennent, ils peuvent, dans cet espace thérapeutique qui est garant d'une certaine sécurité, ils peuvent se dire des choses autrement qu'en dehors de l'espace thérapeutique. Et ils s'enrichissent et du coup, ils grandissent et le couple se renforce dans cette expérience qui est quand même une épreuve. Surtout quand on va dans les protocoles de PMA, c'est des protocoles qui sont longs, qui sont douloureux, où la femme, biologiquement, est beaucoup plus amenée à avoir un changement hormonal. Enfin, c'est pesant, hein. C'est pas un parcours de bien-être, les protocoles de PMA. Et souvent, ça ne marche pas du premier coup. Donc voilà, c'est assez long. Ça crée un déséquilibre entre l'investissement de la femme et de l'investissement de l'homme. Donc c'est vraiment important de gommer ces différences pour pouvoir évoquer, que le couple puisse évoquer des choses qui ne peuvent pas forcément se dire parce qu'ils y pensent pas, parce que le lieu ne s'y prête pas. Et voilà, un des témoignages, là aussi peut-être que mon accompagné se reconnaîtra, mais il y a un homme un jour, c'est lui qui m'a annoncé il me l'a annoncé comme ça, il me dit « Nous sommes tombés enceintes ». J'ai trouvé ça merveilleux. C'est une jolie histoire. Et c'est vraiment ramener le père dans le processus. Donc vous préconisez vraiment de travailler avec le couple autour de cette problématique, surtout qu'on sait que c'est une dure épreuve et que certains couples n'en rééchappent pas, que c'est vraiment compliqué.
Oui, Donc cet espace thérapeutique permet vraiment d'aider, de soutenir. oui. Parce que ça fait traverser des choses douloureuses qui viennent des fois cogner sur les blessures de l'un et de l'autre, des blessures qui ne sont pas forcément conscientes, et que du coup, la seule solution qu'ils envisagent, c'est de se séparer. Alors c'est quand même dommage de se séparer autour d'un projet d'union, qui est l'enfant. Et c'est à ce moment-là que vous invitez, si le bébé ne peut pas arriver, au couple d'actionner, j'oserais dire, quelque chose autour de la créativité du couple, c'est-à-dire de rendre fertile Oui. d'une autre manière. Mais ça, c'est dès le début. C'est dès le Parce début. que plus on a une vie fertile et plus la fertilité, elle va s'inviter partout. Le corps va le comprendre et il y a voilà, un lâcher-prise qui va se faire. C'est le cas typique que tout le monde connaît, des couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, qui en adoptent un, et la femme tombe enceinte quelques mois après. Comment vous expliquez justement ce Ce phénomène? Parce qu'il y a ce lâcher-prise, parce qu'il crée autour de l'enfant qui est adopté. Et du coup, ça y est, ils sont partis dans une vie fertile. Le corps n'a plus besoin de donner ce signal. Donc l'enfant adopté crée l'autorisation à la fertilité? Probablement, mais il n'y a certainement pas que ça. J'aimerais aborder aussi avec vous, évidemment on ne peut pas l'éviter, toute la question de la PMA, hein, de la procréation médicalement assistée, MPA, AMP, pardon, donc assistance médicale pour procréation, c'est la même chose. C'est la même chose à l'envers. C'est ça, la même chose à l'envers. Et aussi la GPA, la gestation pour autrui, qui je rappelle est interdite en France. Et là, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment en tant que thérapeute, on arrive à se positionner. Est-ce que ces méthodes, elles aident le thérapeute ou est-ce qu'elles desservent tous ces processus autour de la fertilité? Ce sont des pistes de réflexion. Alors la GPA étant interdite en France, moi je n'ai jamais travaillé sur ce sujet-là. La PMA, ça peut être fait avec les gamètes du couple, ça peut être fait avec, dans certaines conditions, avec les gamètes d'un donneur. Et tout ça, ça se travaille au niveau systémique, puisqu'il va y avoir le donneur qui va venir dans le système. Donc on le travaille souvent sous forme de constellation, pour qu'il y ait de la clarté, pour que chacun ait sa place, et que les parents qui vont élever l'enfant puissent vraiment avoir leur place et se sentir au mieux dans ce trio, puisqu'il y a un donneur, donc il y a 3 adultes pour... C'est-à-dire que dans ce travail, si je comprends bien, vous essayez, dans un travail systémique, de faire intervenir la dimension symbolique, mais aussi biologique du donneur. Tout à fait. Ouais. Okay. Au sein du couple, pour qu'il puisse intégrer cette information-là. Oui. Pour qu'il puisse l'intégrer, pour que ça puisse être fluide. Donc pour vous, en tant que thérapeute, j'imagine que c'est une autre manière de travailler. Une autre manière par rapport à la GPA, mais par rapport à la PMA, quand vous travaillez sur la fertilité, c'est une donnée de plus que d'intégrer la question du donneur. Ouais. Tout à fait. Et là, on part plutôt sur un travail systémique. Ok. Et comment vous utilisez le corps dans tous ces protocoles? Parce que je crois que c'est aussi une clé, parce que si ça reste mentalisé, si ça reste mental, on sait très bien que les choses ne bougent pas. Comment vous faites cette connexion, mais concrètement avec le corps? Comment vous utilisez le corps? Alors en sophrologie, le docteur Caicedo a une méthode qui est très puissante, puisqu'il y a des mouvements corporels de relaxation dynamique, donc de la relaxation en mouvement, et puis après une sophronisation qui est plutôt une méditation. Donc c'est vraiment ce trait d'union entre le corps et l'inconscient. Donc il y a 26 mouvements et chacun de ces mouvements permettent de faire passer un message. Donc tout ce qui va être conscientisé va passer à l'aide de ces mouvements dans le corps, et ces mouvements sont à refaire. Donc il y a une certaine autonomie par les personnes pour que vraiment ça puisse s'intégrer, j'ai envie de dire, au plus profond des cellules. C'est-à-dire qu'on comprenne bien, vous donnez des mouvements à faire à vos consultantes. Oui, on les fait ensemble. Et vous les faites ensemble, ok.
Ouais. On les fait ensemble et puis après ils le refont chez eux. Donc ce sont mouvements qui permettent de faire cette connexion entre le psychisme et le corps, Oui, pour ça, favoriser. c'est aidant parce que les psychanalystes qui font pas de mouvement, à ma connaissance, il y a quand même quelque chose. Quand ça lâche dans la tête, le corps se détend. Mais les mouvements de sophrologie vont permettre peut-être de pérenniser encore plus ce lien entre le psychisme et le corps. Et quelquefois, donc ça c'est les mouvements du docteur Caicedo, et après, bon, voilà, j'ai constaté que c'était puissant de faire ça. Quelquefois, les personnes vont faire un mouvement. Je ne sais pas, par exemple, ils veulent faire yes. Ça, c'est leur mouvement. Et je vais prendre ce mouvement qui va devenir le leur et on va le faire avec plus de conscience dans la méthode de la sophrologie, en alliant la respiration. Et du coup, c'est l'expression de leur corps en la faisant et en la refaisant qui va créer psychiquement un élan. Par exemple, dans le IS, ou s'ils se félicitent, pouvoir le faire aussi corporellement. Et petit à petit, eh bien, psychiquement, il va y avoir une modification. Donc, c'est utiliser du corps à la tête et de la tête au corps. Et j'imagine, en tant que sophrologue et sophroanalyste, vous utilisez beaucoup la respiration. Tout à fait. Comment on utilise la respiration pour aider à corporaliser toute cette problématique? Bon, déjà, on respire tous bien, sinon on serait mort. Donc, c'est s'asseoir dans cette confiance qu'on respire un minimum bien. Et voilà, après, il y a plein d'exercices, mais c'est aussi l'approfondir, pouvoir se relier à ce souffle, pouvoir faire des apnées pour vraiment se poser et se reposer dans ces apnées entre l'inspire et l'expire, entre l'expire et l'inspire. Et tous ces exercices vont permettre d'amener du calme. Et d'ailleurs, les personnes vont s'en servir dans le protocole de PMA à certains moments, avant une ponction, avant une réimplantation. Parce que n'oublions pas qu'on parle de fertilité et que le but, c'est l'accueil. Et voilà, pour être un grand réceptacle de l'univers qui peut accueillir bébé, ben c'est important voilà, d'avoir cette respiration, une respiration qui peut aller au-delà de nous, hein, qu'on peut aller chercher dans le ciel comme une intuition et puis remonter de la terre et être ce grand réceptacle de la vie. Après, ça sera bébé ou peut-être autre chose dans ce réceptacle, parce qu'on ne contrôle pas tout. Ma dernière question, Laurence, qui est peut-être un petit peu intime, mais finalement, c'est quoi pour vous une vie fertile? Une vie fertile, c'est une vie où on va honorer l'unique que nous sommes. Parce que c'est quand même incroyable. Hein. Sur toutes les personnes qui sont là, on est 7,5 milliards, je crois. Ben, il n'y a que vous qui êtes vous. Et personne ne peut être vous mieux que vous. Donc, cet unique, il est fait pour créer de l'unique. Dans des petites choses ou dans des grandes choses. C'est vraiment, pour moi, une vie fertile, c'est arrêter d'être sclérosé dans une certaine conformité, oser créer, oser donner. Merci beaucoup, Laurence Ledroit. Bonsoir. Bonsoir.